Ok, super. Ok. Donc, ouais, pour commencer cette conférence, elle va donc être divisée en plusieurs parties. La première partie, elle va être dédiée plutôt à des informations nutritionnelles, un peu techniques sur ce qui est de la vitamine B12. Et après, on parlera des implications politiques et sociales de cette vitamine, qui est assez centrale, cruciale dans les questions liées au végétalisme, au végétarisme, au véganisme et plus largement à l'animal. Bien sûr, je vais développer tout au long de cette conférence. Alors, juste pour préciser au démarrage, je ne suis pas ni médecin, ni diététicienne, ni nutritionniste. Donc, c'est un travail de vulgarisation qui est sourcé. Il y a une bibliographie et une documentation qui est disponible, qui sera mise à disposition en PDF sur demande après. Il y a beaucoup d'informations aussi qui sont données dans cette conférence qui seront disponibles sur mon site internet et que vous pouvez retrouver facilement. Et je me permets de préciser aussi que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, les compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Donc voilà, je le précise parce que c'est des questions des fois qui peuvent se poser. Donc si je parle de certains compléments alimentaires, c'est à titre informatif et pas du tout pour autre chose. Donc voilà, on va démarrer. Avec tout d'abord, qu'est-ce que la vitamine B12 et à quoi elle sert? Donc je vais aller rapidement sur ces questions-là parce que voilà, on n'a qu'une heure et c'est des questions qui sont un petit peu techniques. Mais juste pour faire une petite fiche d'identité de la vitamine B12, c'est une vitamine qu'on appelle la cobalamine. C'est une vitamine du groupe B, donc qui est hydrosoluble. On a de tout petits besoins, l'organisme humain a de tout petits besoins de vitamine B12, donc vraiment pas de grosses quantités, mais par contre, elle a de très grandes implications. Elle est notamment essentielle pour le fonctionnement du cerveau, du système nerveux, la formation du sang, la synthèse de l'ADN et des acides gras et la production d'énergie. Donc c'est une vitamine qui entre en jeu dans beaucoup de processus métaboliques et donc elle a une importance vraiment fondamentale pour le bon fonctionnement de l'organisme humain. Alors, la vitamine B12, elle est toujours d'origine bactérienne. Il y a certains animaux qui ont développé une symbiose avec les bactéries qui permettent de l'obtenir. Donc, soit chez les ruminants, par exemple, on a une possibilité de développement des bactéries avant l'intestin grâce à un estomac compartimenté. Donc, c'est comme le cas des vaches, par exemple, qui ont voilà, plusieurs estomacs, entre guillemets, ou en tout cas un estomac qui contient qui est composé de différentes parties. Donc les herbivores peuvent se la procurer de cette façon-là. Chez d'autres herbivores, comme certains lagomorphes, les lapins, les lièvres, les marmottes, castors et d'autres animaux, on a une pratique de la sécotrophie. Il y a un schéma donc ici qui montre comment ça marche chez le lapin. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce que c'est un petit peu complexe et fastidieux. Mais globalement, les individus qui sont concernés par cette sécotrophie en fait, consomment certains de leurs excrétas, certaines de leurs crottes, entre guillemets, pour ingérer de la B12 en réingérant des matières qui sont déjà passées par leur système digestif. Voilà, donc c'est comme ça que les herbivores se procurent leur B12. Ça marche différemment chez d'autres animaux. Notamment chez les animaux qui n'ont pas développé ce type de symbiose avec les bactéries. Ils trouvent leur vitamine B12 dans la chair d'autres animaux. Donc, s'ils ont une alimentation de type omnivore ou carnivore. En ce qui concerne Homo sapiens, les humains ont toujours mangé des protéines animales et végétales, et donc ont toujours trouvé de la vitamine B12 dans ces protéines animales, notamment chez des proies, entre guillemets, faciles à capturer, par exemple mollusques, crustacés, insectes, petits mammifères, et puis charognes aussi, des œufs, etc. Et puis via la chasse, en mangeant la chair d'autres animaux. Les autres primates, en dehors d'Homo sapiens, encore de nos jours, pratiquent la chasse, mangent par exemple de petits insectes, des termites, ou pratiquent la coprophagie, et parfois le cannibalisme aussi. Donc on entend parfois dire que les autres singes sont frugivores exclusifs, ce genre de choses, mais en fait c'est erroné. Même le gorille, qui est une alimentation
qui est très très végétal, qui est quasi exclusivement végétal, consomme quand même quelques insectes et des petits animaux qui se trouvent dans les aliments qu'ils consomment régulièrement. Ils pratiquent la coprophagie aussi, la coprophagie étant le fait de manger ses excréments. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de où se trouve la B12 et comment les différents animaux font pour cela procurer. Alors là, on entre un petit peu au cœur du sujet en ce qui concerne les alimentations végétales. C'est que où on peut la trouver donc en tant qu'humain, on la trouve en quantité alors très variable selon les produits, dans les produits d'origine animale. Les œufs, c'est important de le noter, en sont une très mauvaise source. Ils contiennent de la vitamine B12, mais elle est très peu assimilée. Les données dont on dispose indiquent une assimilation, une biodisponibilité qui est inférieure à 10%. Donc il faudrait manger des dizaines d'œufs par jour pour espérer atteindre les apports journaliers recommandés. Donc justement, c'est pas recommandé, c'est extrêmement néfaste sur le plan de la santé, c'est pas du tout tenable. On peut noter aussi le miel qui n'en contient pas. Alors c'est vrai que quand on évolue dans les milieux végé, vegan, antispécistes, on considère le miel comme un produit d'origine animale puisqu'il est produit par les abeilles et c'est le fruit du travail des abeilles. Ça reste, cela dit, un produit qui ne contient pas du tout de vitamine B12 parce que dans sa composition, il n'est pas animal à proprement parler, quoi. Il faut faire attention à certaines rumeurs aussi qui sont assez persistantes. Il y a beaucoup d'idées reçues qui énoncent que certains produits contiendraient de la vitamine B12 assimilable pour l'organisme humain. Parmi ces produits-là sont souvent évoqués la terre, la spiruline, la chlorelle, le nori, le tempeh, les champignons, les graines germées, les aliments fermentés, etc. Et en fait, ces produits-là n'en contiennent aucune forme assimilable et présentent des dangers assez spécifiques, notamment la terre. Parce que manger de la terre, ça expose à aussi ingérer des bactéries pathogènes, dont certaines peuvent être vraiment très dangereuses. On reparlera après du danger un petit peu qui est représenté par les algues aussi, qui peuvent contenir des analogues à cette vitamine B12, des analogues qui ne sont pas correctement assimilés, qui ne sont pas assimilables par l'organisme humain et qui du coup ne peuvent pas être considérés comme des aliments apportant vraiment de la B12. Donc il faut faire très attention à ça. Et on peut sinon trouver la vitamine B12 actuellement sous forme de complément alimentaire et aussi dans certains produits alimentaires enrichis. Alors, il y en a encore peu en France, de ces produits-là. Il y en a beaucoup plus en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, par exemple. C'est des produits dont je montre quelques exemples ici. On a notamment des laits végétaux, du fromage végétal. Il y a certains simili-carnés aussi, qui sont complémentés en vitamine B12 maintenant. Ça commence à être assez... ça se développe un petit peu. Malgré tout, obtenir de la vitamine B12 avec la consommation de ces produits, ça reste un petit peu difficile à évaluer. Voilà, on ne sait pas trop forcément quels apports Enfin, c'est difficile de maîtriser ces apports. Ça coûte très cher aussi. Voilà, c'est souvent des produits qui ne sont pas très bon marché. Donc, il y a des moyens plus simples de se complémenter et d'obtenir de la B12 quand on est végé ou vegan. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Alors, une chose importante aussi à aborder, ce sont les symptômes d'une carence. La vitamine B12, donc on peut développer une carence, bien sûr, si on manque de cette vitamine, c'est-à-dire que si on est végétarien, végétalienne ou végane, qu'on ne se complémente pas ou qu'on se complémente de façon inadéquate, à terme, on va vers la carence. C'est ce qui est observé toujours, puisqu'il n'y a pas de vitamine B12 en dehors des produits d'origine animale, il n'y a pas de vitamine B12 assimilable correctement. Donc, une personne végétarienne, végétalienne ou végane qui ne prend pas de complément ou qui n'a pas d'apport suffisant via des aliments enrichis, par exemple, va forcément, au bout d'un moment, aller vers des problèmes de santé. Les symptômes de carence, ils peuvent être assez insidieux, c'est-à-dire que parfois, il n'y a aucun symptôme qui se fait ressentir malgré un déficit ou une carence qui est bien installée. C'est ce qu'on appelle la carence asymptomatique, donc on n'a aucun symptôme visible de carence, mais par contre, ça peut avoir commencé à dégrader l'organisme. C'est pour ça que c'est particulièrement dangereux d'attendre d'avoir des symptômes de carence pour se complémenter. On entend parfois ce discours de personnes végétariennes ou véganes qui disent moi, j'ai pas de soucis, je me complémente pas.
Donc voilà, j'ai pas de problème particulier de santé, je vais très bien, je me sens très bien, donc c'est pas la peine de me complémenter. Et c'est malheureusement un discours qui est dangereux parce que notamment le risque d'AVC, par exemple, est augmenté par la carence en vitamine B12 et c'est quelque chose qui peut ne pas se voir avant d'avoir des conséquences pour le coup très fâcheuses et assez soudaines. Pour les symptômes qui sont visibles, ils sont très nombreux parce que comme je le disais en tout début de conférence, la B12, elle entre en jeu dans beaucoup de processus métaboliques, donc ça touche à beaucoup de choses en termes de sur la physiologie, donc on peut avoir vraiment beaucoup de symptômes différents, notamment parmi les plus courants, la perte d'énergie, hein, la sensation de fatigue et un essoufflement. L'anorexie, ici l'anorexie s'entend comme la difficulté ou l'impossibilité de manger en quantité suffisante, de manger des grosses portions, des portions suffisantes. Il ne faut pas confondre avec l'anorexie mentale qui est un autre problème. Ça peut entraîner aussi une paranoïa, une irritabilité, un changement de personnalité, des sautes d'humeur. Un fourmillement dans les extrémités, ça c'est des symptômes qui sont très courants. Donc on commence à avoir des fourmillements au bout des doigts, hein, c'est souvent ce qui est ressenti et décrit. Une alopécie, donc c'est une perte des cheveux, des pertes de mémoire ou des troubles de la mémoire, un état dépressif. Donc c'est pas parce qu'on a ces symptômes-là que c'est une carence en vitamine B12 forcément, mais en tout cas ça peut en être le signe. On peut aussi noter les diarrhées, l'anémie, la langue irritée ou une dégradation globale des muqueuses. On a parfois la trace des dents pardon, qui reste sur le bord de la langue. C'est assez impressionnant, donc ça doit être un symptôme. Ou alors des langues fendues aussi. Palpitations et tachycardie et dégradation des capacités auditives et visuelles. Il y a encore une suite à la liste parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de processus qui sont en jeu. Hallucinations, confusion, troubles du sommeil, insomnie, déclin psychologique, problèmes immunitaires, des douleurs dorsales ou des douleurs dans les membres, une démarche anormale, une dégradation du système nerveux, donc il peut y avoir beaucoup de troubles neurologiques, engourdissement, perte de sensibilité à la douleur et à la pression, donc ça peut se terminer en paralysie, partielle ou totale dans les extrémités d'abord, puis dans le reste du corps. Donc là, on a une idée globale de tous ces symptômes de carence qui peuvent être plus ou moins appuyés, plus ou moins graves, et comme je le disais, plus ou moins visibles. Et parfois, on n'a aucune de ces manifestations, hein, donc il faut faire particulièrement attention et ne pas attendre pour se complémenter. On pourra en discuter dans les questions qui suivront la conférence. Alors, quelques précisions au sujet des analyses médicales. Généralement, quand on a une alimentation végétale, on est souvent assez préoccupé par ses apports et parfois on est tenté de faire des analyses pour savoir si tout va bien. En ce qui concerne la vitamine B12, il y a des petites particularités, notamment le fait que la recherche du taux de vitamine B12 dans le sang n'est pas fiable pour détecter une carence. Surtout si on consomme des produits qui contiennent des molécules analogues. C'est ce dont je parlais tout à l'heure pour les algues, et notamment la spiruline. Mais il y a aussi d'autres algues qui sont concernées, notamment le nori, par exemple. Donc, on a des données scientifiques qui montrent que ces analogues-là apparaissent dans les bilans sanguins et montrent un taux de B12 qui est plus élevé que ce qu'il est réellement. Donc, c'est assez dangereux. Les bilans sanguins sont trompeurs, en fait, donc ils peuvent cacher une carence. Si on a un taux de B12 sanguin qui est au-dessus de la norme, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'on a des apports qui sont super et tout ça. Il faut quand même rester dans la prudence parce que, encore une fois, si on consomme des analogues, ça peut fausser et puis de toute façon, c'est pas fiable. Quand on a un taux qui est dans la norme, on ne peut pas exclure une carence pour les mêmes raisons. Et quand on a un taux de B12 dans le sang qui est en dessous de la norme, là il faut s'alarmer parce que pour le coup, comme le taux est forcément soit le bon, soit faussement élevé, ça indique là qu'il y a une carence qui est potentiellement beaucoup plus prononcée encore que ce que laisse apparaître le bilan sanguin. Donc, il faut faire attention à ça. Si on demande à son médecin, à son laboratoire d'analyse médicale de faire une évaluation du taux de vitamine B12 dans le sang, on n'aura pas un bilan qui est fiable et on ne pourra pas savoir vraiment de quelle réserve on dispose et si on a un bon taux de B12, quoi. Donc, on préfère plutôt l'évaluation du taux d'acide malonique, qu'on appelle en abrégé AMM, dans les urines. Généralement, c'est dans les urines du matin.
Donc voilà, c'est un bilan qui peut être prescrit. On fait un petit prélèvement d'urine et puis on envoie ça au labo. C'est généralement très long d'avoir les résultats. C'est aussi un test qui est très coûteux. Donc il faut faire attention. C'est pas utile de faire des tests de ce type-là si on se complémente correctement, si on n'a pas de problème de pathologie particulière, etc. C'est pas la peine de faire ces tests, hein. Ça coûte cher, hein. Soit c'est prescrit par le médecin et donc ça va coûter cher à la sécurité sociale, soit ça va vous coûter cher à vous si vous le faites de votre propre initiative. Dans tous les cas, voilà, ces tests ils sont utiles si on veut en avoir le cœur net, etc. Mais c'est pas du tout la peine de le faire de manière routinière, quoi. Voilà. Il faut faire attention aussi aux interprétations erronées, parce que j'ai déjà vu ça, moi, notamment sur des groupes Facebook, où il y a des personnes qui avaient fait justement un test du taux d'acide méthylmalonique dans les urines, donc le bon test à faire pour connaître ses réserves de B12, mais qui l'avaient mal interprété. Ils avaient fait plusieurs tests avec un long intervalle de temps entre deux, et ils avaient constaté que leur taux d'AMM avait grimpé d'une analyse à l'autre, et ils se disaient, ben, c'est super, j'ai un très bon taux, il est en train de monter alors que je ne me complémente pas du tout en B12. Donc voilà, on peut être vegan et ne pas se complémenter sans problème. Et en fait, ce taux d'acide méthylmalonique, justement, il monte, plus il indique une carence qui est élevée. Donc en fait, avoir un taux d'AMM qui est très élevé, c'est un souci, hein. Faut pas interpréter tout ça à l'envers. Donc faire particulièrement attention par rapport à ça. Oups, pardon. On va attaquer la deuxième partie qui concerne plutôt les implications politiques, sociales et militantes de, d'une part, la découverte de l'origine bactérienne de cette vitamine et d'autre part, ce que ça implique par rapport à l'éthique animale. Alors, tout d'abord, la découverte de l'origine bactérienne de cette vitamine qui a eu lieu en 1948. Elle a permis de se passer concrètement, d'entrevoir l'idée de se passer de produits d'origine animale dans l'alimentation en tout cas, parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette vitamine n'étant présente que dans les produits d'origine animale, le fait de ne pas avoir de compléments alimentaires qui permettent de l'avoir autrement, elle impliquait qu'on était dans l'obligation, si on voulait rester en bonne santé, de consommer donc des produits d'origine animale. Or, l'immense majorité des animaux qui sont exploités et mis à mort dans le monde le sont pour l'alimentation. 95% d'entre eux sont des poissons. Donc la découverte de la B12 a eu un impact, elle a un impact potentiel immense sur la vie des individus sentients. Alors malheureusement, il n'y a pas eu de révolution en 1948 en se disant tiens, on a découvert cette bactérie, donc on va arrêter d'exploiter les autres animaux pour l'alimentation. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça parce que il y a une culture de l'exploitation des autres animaux, parce qu'il y a une idéologie qui sous-tend la consommation des autres animaux, des phénomènes de domination et puis des habitudes qui sont difficiles à contrecarrer. Mais en tout cas, voilà, ça offre la possibilité de se passer de ces produits d'origine animale. Alors, il n'est pas indispensable d'être strictement vegan pour reconnaître que la négation des intérêts des autres êtres sentients leur nuit directement, hein. Mais en fait, le fait de pouvoir être vegan facilite la prise de conscience concernant le traitement qu'on inflige aux autres animaux. Le fait de ne plus percevoir les autres animaux comme de la nourriture, comme de la matière première, ça change le paradigme et ça permet de lever certains biais cognitifs, certains réflexes mécaniques, psychologiques, et ça permet de se libérer d'un certain regard qu'on porte sur les autres animaux. Parce que on adapte nos actes à notre pensée, mais aussi on adapte beaucoup notre pensée à nos actes. Si vous avez vu la conférence que j'ai donnée jeudi, j'en parlais un petit peu, hein, tout ce qui est de l'ordre de la dissonance cognitive, où on essaye de mettre en accord nos actes avec nos pensées. À défaut, on met plutôt nos valeurs en accord avec des actes qu'on fait déjà. Donc voilà, le fait de pouvoir ne plus consommer de produits d'origine animale, ça aide beaucoup pour prendre en considération les intérêts des autres animaux. On peut noter aussi une chose, c'est qu'effectivement, les mécanismes d'auto-persuasion nous poussent, par exemple, à attribuer moins de richesse intellectuelle et émotionnelle aux animaux dont on sait qu'ils vont être tués ou mangés, et des expériences de psychologie sociale qui montrent que dès qu'on considère des individus comme étant de la nourriture, on a tendance à dire que ces individus-là sont moins intelligents, moins capables, qu'ils ont moins de richesse mentale, en tout cas.
Alors sur aussi un sujet que je pense qui est important de traiter, c'est qu'on a parfois des réflexes de rejet de cette nécessaire complémentation en vitamine B12, y compris par des personnes voilà, qui sont végétaliennes ou véganes. Un rejet qui est beaucoup porté par l'idée de nature, entre guillemets, et qui repose donc sur ce qu'on appelle l'appel à la nature, qui est un raisonnement fallacieux, trompeur, donc, qui postule que tout ce qui est qualifié de naturel serait forcément bon ou souhaitable, alors que ce qui est jugé artificiel serait forcément mauvais ou inacceptable. J'ai mis un dessin d'Amanit Tumouche pour qu'on comprenne mieux que ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Je rappelle que c'est un champignon qui est donc toxique, qui provoque notamment des hallucinations et que donc il n'est pas recommandé de le consommer. Pourtant, il est tout à fait naturel. On a aussi parmi ces discours de rejet de complémentation ce qu'on appelle la doctrine finaliste, c'est-à-dire qu'on attribue à la nature, en tant qu'entité, une volonté, un schéma prédéfini, un destin, voilà, et les choses seraient bien faites par la nature. Alors on entend parler de volonté, de Gaïa ou de mère nature, ce genre de choses. On personnifie un petit peu la nature en tant qu'entité. Ce sont des idées qui présupposent que chaque chose a une fin, un but utilitaire qui lui donnerait forcément du sens. Donc l'idée que la nature est une entité disposant d'une volonté propre, d'une organisation intentionnelle, c'est ce qu'on appelle aussi l'illusion du design, voilà, l'illusion qu'il y a un grand tout qui est mu par une volonté, etc. Et le problème qui se pose avec ces visions-là, c'est que ça induit des raisonnements qui sont, par exemple, les suivants. On entend souvent, si on était fait pour être vegan, on n'aurait pas besoin de se complémenter, donc le véganisme est une mauvaise chose. Ou alors, le lait de vache, il n'est pas fait pour les humains, donc il ne faut pas consommer de lait de vache. Ou alors, la nature nous a fait pour être frugivores, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Alors, ces discours-là, ils posent problème à différents niveaux, c'est-à-dire qu'ils promeuvent des pratiques pour des mauvaises raisons, en fait. Il y a plein de raisons de critiquer, par exemple, le lait de vache, la consommation de lait de vache quand on est humain, notamment l'impact éthique que ça a sur les premiers concernés, à savoir les individus qui sont exploités pour leur lait maternel, donc les vaches, les veaux, les taureaux, etc. Le fait que la nature nous aurait conçus pour être frugivores, par exemple, elle pose souci dans la mesure où ça repose sur un fait erroné, puisque Homo sapiens est omnivore, il a consommé des protéines animales et végétales, et l'organisme, globalement, il est adapté à ce régime alimentaire-là, à cette potentialité en tout cas. Et là, on voit que ça implique le fait de rejeter la complémentation en se disant, bah non, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, c'est des modes de pensée qui peuvent être problématiques, induire des problèmes de santé, que je vais développer un petit peu après aussi, qui ont des conséquences politiques et qui ont des conséquences par extension sur les autres animaux, beaucoup. Alors toujours sur cette idée de nature, on a un phénomène qui s'appelle la chimiophobie, qui est la crainte des produits qui sont dits chimiques. Chimiques dans le sens de toxiques, contre nature, dénaturés, dangereux, etc. Par opposition aux produits qui seraient dits naturels, naturel ici qui est envisagé comme un synonyme de sain, originel, pur, etc. Et ça, c'est une source de refus de complémentation en vitamine B12 aussi pour certaines personnes qui sont végétariennes, végétaliennes ou véganes. Et en fait, là, il peut être utile dans ce cas-là d'indiquer que tout est chimique en fait. L'eau est chimique, la peau aussi, le bois, l'encens, les huiles essentielles. En fait, tout ce qui est matière est chimie de toute façon. Donc là, je propose quelques screens qui ont été relevés sur des groupes Facebook pour illustrer ce phénomène-là. Il y a une personne qui dit « je ne me pose pas la question et je n'ai pas de carence », donc en l'occurrence, une personne végane qui ne se complémente pas. Elle dit « les animaux d'élevage sont eux-mêmes complémentés en B12. Il est illusoire de croire qu'en consommant des protéines animales, on n'a pas de carence en B12. Je mange vivant des aliments non dénaturés, bio et surtout non détruits par la cuisson. » Donc là, c'est une personne qui est crudivore en l'occurrence. De la même façon, sur la deuxième prise de sang, le deuxième screen, où la personne écrit « je ne fais pas d'analyse de sang H24 comme ici, visiblement, j'en suis navrée. Je redis ce que j'ai déjà mentionné plus haut. Il y a de la B12 dans plusieurs végétaux. Il faut savoir se nourrir, etc. Le végétalisme regorge de nourriture vivante, pas besoin de trucs chimiques et synthétiques pour être en bonne santé. » Donc voilà, là on a un rejet de la complémentation en vitamine B12 par une personne aussi qui a l'air très attachée à cette notion de manger naturel, de ne pas manger dénaturé, de manger vivant, etc. Et bon, malheureusement,
Alors, c'est des discours qu'on peut comprendre, bien sûr, parce que il y a plein de scandales dans les industries agroalimentaires, dans la pharmacie, etc. Ce serait, je pense, contre-productif de le nier. Donc il y a pas mal d'opposition à tout ça et donc on peut comprendre cette volonté de revenir à des choses qui sont plus naturelles, etc. En revanche, ce critère de naturalité, il est trompeur, il ne permet pas d'affirmer qu'un aliment ou qu'un complément alimentaire est bon ou pas bon. Voilà. On pourra en discuter bien sûr après la conférence. Alors on peut aussi noter une erreur factuelle dans ces discours, c'est que en fait, la vitamine B12 qu'on retrouve sous forme de complément alimentaire, elle n'est pas synthétique à proprement parler. Elle est en fait issue de cultures de bactéries. La synthèse totale de la vitamine B12, elle a été réalisée déjà en laboratoire. C'est une opération qui est extrêmement coûteuse et extrêmement compliquée, d'où le fait qu'elle soit coûteuse justement. Et en fait, c'est pas du tout une B12 de synthèse qu'on retrouve dans les compléments alimentaires, c'est une B12 qui est certes produite en laboratoire, mais qui est issue d'une fermentation bactérienne, comme d'autres aliments sont issus de la fermentation aussi, et où ça ne pose pas spécialement de soucis. Donc c'est une première erreur factuelle, voilà, qui peut être relevée. Et puis bien sûr, on peut noter qu'il y a de nombreux produits qui sont dits synthétiques ou artificiels, qui ont fait la preuve de leurs avantages. Alors là, à l'époque où j'avais créé la conférence, je parlais du virus de la rage, qui est naturel, et de son vaccin, qui est artificiel. Aujourd'hui, vu le contexte, on peut évoquer les coronavirus ou voilà, n'importe quel autre virus, qui sont tout à fait naturels, et des vaccins qui sont développés pour lutter contre ces virus-là, qui sont artificiels, et faire la balance entre les deux, sachant que les virus tuent des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Voilà. Donc, pour souligner toujours cette dichotomie un petit peu tendancieuse entre ce qui est naturel et artificiel. Aussi, il est utile de rappeler que l'élevage et l'agriculture en général reposent entièrement sur la modification génétique du vivant, entre guillemets, c'est-à-dire que n'importe quelle pratique d'élevage, d'agriculture, plus largement, repose sur de la sélection génétique. Donc, qu'il s'agisse d'animaux ou qu'il s'agisse de végétaux, hein. On sélectionne des races, en l'occurrence pour les animaux, pour que ces races correspondent à des critères qui sont établis à l'avance et qui sont globalement au bénéfice des humains. Donc, on va sélectionner tout particulièrement la production d'œufs, par exemple, chez les poules dites pondeuses, ou la sélection de lait maternel, la production des maternelles chez les vaches dites laitières. Et puis, on va créer des races comme ça, tout à fait artificiellement, dans le sens commun du mot. De même pour l'agriculture en général et la culture des végétaux qui repose sur la sélection de certaines variétés, et c'est ainsi qu'on obtient des variétés qui sont facilement consommables, qui sont avantageuses. Je vais en reparler juste après. Donc on a parfois le sentiment que l'élevage et l'agriculture, c'est des pratiques naturelles, traditionnelles, etc. Donc il y a ce côté un peu naturel, mais en fait ce n'est que de la sélection génétique perpétuelle, quoi, qui a encore lieu maintenant, hein. Donc les personnes qui prétendent avoir une alimentation naturelle ou qui pensent sincèrement avoir une alimentation naturelle, elles ont généralement peu conscience que la plupart des aliments qu'elles consomment sont en fait le fruit de sélection génétique d'origine anthropique, d'origine humaine. Donc pour continuer sur cette idée, voilà, la culture de végétaux, elle a toujours consisté en la sélection des éléments les plus avantageux pour les êtres humains. Je vais illustrer ça. Ce procédé, il a permis d'obtenir des végétaux plus gros, plus sucrés, plus juteux, plus faciles à ouvrir, à éplucher ou à mâcher, plus digestes, moins amers, moins acides, qui présentent un meilleur rendement aussi, qui sont moins sensibles aux parasites, aux maladies, etc. Donc en fait, cette sélection génétique d'origine anthropique, elle n'est pas en soi mauvaise. Si elle est nuisible, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas naturelle, mais éventuellement parce qu'elle peut induire des nuisances. Typiquement, la sélection des vaches dites laitières pour leur production de lait, pour faire grimper cette production de lait et que ces vaches donnent toujours plus de lait maternel, c'est pas parce que c'est pas naturel que c'est un problème, c'est parce que ça nuit à ces individus, aux individus qui sont exploités et qui sont concernés par cette sélection génétique, notamment parce que ce sont des individus qui ont des morphologies qui sont extrêmement abîmées, qui ont une musculature qui est très atrophiée, qui ont des boiteries parce que leur corps est mal conformé, qui ont des mamelles, qui ont des problèmes, des mammites, etc., parce qu'il y a trop de production de lait, etc. Donc c'est vraiment là où ça induit des souffrances et où ça pose concrètement souci. Pour illustrer cette culture de... Pardon.
cette culture de végétaux, je propose ici une illustration de ce à quoi ressemble une carotte sauvage et ce à quoi ressemble une carotte cultivée. Et je propose la même chose donc avec du maïs, avec la différence entre le maïs primitif et le maïs, un épi de maïs moderne. On voit qu'il y a une énorme différence dans surtout la taille hein, de l'aliment, dans on s'en doute, son caractère sucré, juteux, facile à consommer, etc. Donc il y a vraiment des grosses différences. Ça nous paraît assez naturel de consommer n'importe quel fruit et légume aujourd'hui. On ne se rend pas forcément compte d'où viennent les variétés actuelles, mais l'origine, c'est celle-là. Alors, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de réticence à la consommation de certains, des compléments alimentaires et de la vitamine B12 parfois. C'est cette théorie du complot de Big Pharma qui, pour aller très vite, consisterait à dire qu'il y a les établissements médicaux et les laboratoires pharmaceutiques, voire certains et certaines médecins, qui s'organiseraient contre le bien commun pour leurs intérêts financiers personnels. C'est quelque chose qui joue beaucoup dans la perception qu'on peut avoir des médicaments, des vaccins, des compléments alimentaires, etc. Ça repose sur des éléments qui sont, comme je disais tout à l'heure, avérés. Hein. Il ne faut pas voir des complots partout, il ne faut pas en voir nulle part non plus. Il y a vraiment des soucis avec la recherche, la course à la rentabilité, etc. Mais en tout cas, on entend souvent ce discours. Là, je pose encore un screen qui est un exemple parmi des milliers de discours. Ici, la personne dit la B12, c'est pour faire marcher le labo qui la vend, c'est tout. En mangeant vivant, on n'a pas de carence. Je n'ai aucune carence et je me porte très bien. Il faut écouter son corps, faire preuve de bon sens, arrêter d'engraisser les labos et écoutez-vous. Donc là, on a un appel au bon sens aussi, à s'écouter. C'est des discours qu'on entend souvent aussi, à savoir si je pense que je vais bien, si je suis vraiment en attention par rapport à mon propre organisme, si je mange en toute conscience, etc., je vais réussir à aller bien naturellement, etc. C'est des discours qui sont malheureusement pas très réalistes. Comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir une carence qui est asymptomatique en B12, donc ne pas se rendre compte que son organisme est en train de se dégrader, et néanmoins avoir une carence qui est déjà en train de faire son chemin, quoi. Donc, c'est des discours très dangereux. Et puis, il y a toujours cette ombre du complot de Big Pharma derrière, qui repose sur des éléments, pour le coup, qui ne sont pas très factuels. Je vais y revenir un peu plus en détail. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est important, je pense, de ne pas rigoler de ces discours ou pas de pas les moquer. Il faut se rappeler, je pense que le discours il est aussi alimenté donc, par des faits bien réels, comme je le disais, hein, des scandales, des conflits d'intérêts, des prescriptions inutiles aussi hein, de médicaments à outrance et des publicités qui sont assez agressives, tout ça dans un objectif de rentabilité bien sûr. En ce qui concerne la vitamine B12 plus spécifiquement, on peut apporter une réponse, c'est que dans le monde chaque année, il y a à peu près 80 tonnes de vitamine B12 qui sont produites. L'immense majorité de cette production, elle n'est pas du tout destinée aux personnes végé ou véganes, hein, sans doute, vu le nombre de végé ou de véganes qu'il y a. Cette production mondiale de B12, elle est dédiée à d'autres usages alimentaires et pharmaceutiques, et pour une certaine partie, à la complémentation de certains animaux exploités en élevage, bien que pour la vitamine B12, ce ne soit pas la norme. Donc en fait, si les laboratoires produisaient de la vitamine B12 directement destinée à l'ensemble de l'humanité, pour complémenter tout le monde, ça représenterait environ 27 tonnes par an seulement. On est très loin des 80 tonnes qui sont produites actuellement. Le calcul, c'est 7 milliards et demi d'êtres humains fois 10 microgrammes par jour, qui sont les apports recommandés, fois 365 jours, donc une année. Donc en fait, les laboratoires pharmaceutiques, ils pourraient espérer davantage de bénéfices en conservant le statu quo, plutôt qu'en faisant la promotion du véganisme ou en espérant que tout le monde devienne végane, etc. Donc dire on promeut le véganisme et la complémentation pour faire marcher les labos, ça repose sur aucun élément factuel, quoi. On peut noter aussi qu'une large majorité des animaux exploités dans les élevages sont complémentés en vitamines et en minéraux de façon routinière, hein, c'est massivement employé. La vitamine B12 fait parfois partie de ces compléments, pas pour tous les animaux et pas forcément de manière récurrente. C'est parfois du cobalt, mais c'est le même objectif.
C'est un sujet qui est très peu connu du grand public aussi, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a l'impression d'avoir une alimentation naturelle, y compris les personnes qui mangent d'autres animaux ont le sentiment que c'est quelque chose de normal, que les animaux broutent, ont des aliments qu'ils trouvent dans leur milieu, etc. C'est une image qui est très très erronée par rapport à la réalité. On sait que rien qu'en France, il y a à peu près 80% des animaux qui sont exploités sans jamais voir la lumière du jour, et qui sont en bâtiments fermés, dans des élevages qui sont dits intensifs. Donc voilà, on a souvent une image erronée par rapport à ça, puisque par définition, ce qu'on voit, ce sont les animaux qui ne sont pas cachés, donc c'est plutôt des animaux qui sont en plein air, qui broutent, etc. Les autres, on ne les voit pas. Donc on est un petit peu biaisé aussi par rapport à cette représentation-là. Donc ça peut être utile de discuter de ces choses-là avec des personnes qui pensent qu'être végane, c'est pas naturel, ou de se complémenter, c'est pas naturel, hein. Ça peut jouer aussi dans cet argumentaire-là. Là, on entend souvent parler, en ce qui concerne le végétalisme et le véganisme par abus de langage, on entend souvent parler de régime carencé ou d'alimentation qui ne se suffirait pas à elle-même pour désigner toutes ces pratiques d'alimentation végétale. Alors, c'est fallacieux aussi, c'est très trompeur. Les aliments dits de consommation courante, eux-mêmes, sont très souvent enrichis. Alors c'est pareil, on n'en a pas forcément très conscience, et pour autant, on ne qualifie pas de régime carencé l'alimentation classique, entre guillemets, ou en tout cas l'alimentation des personnes qui consomment ces produits. Donc je propose quelques exemples ici de produits qui sont consommés de façon très très courante. Un cacao en poudre, du lait maternel de vache, de la margarine et des barres chocolatées. On a dans le premier du fer, de la vitamine D, du zinc. Dans le lait, on a de la vitamine D. Dans la margarine, de la vitamine A et D. Et dans les barres de chocolat, du calcium, du fer, de la vitamine B2, B3, B5, B6 et B9. Souvent, on a les céréales du petit déjeuner aussi, qui sont complémentées dans plein de vitamines et minéraux, y compris de la vitamine B12 d'ailleurs. Et en fait, les personnes qui consomment ces produits n'ont pas spécialement l'impression de se complémenter, d'avoir des apports extérieurs. C'est même un argument de vente, en fait, hein, c'est pas gênant, c'est marqué en plein milieu de la brique de lait, notamment, vitamine D, c'est écrit très gros, pareil sur le pot de cacao, en fait, et ça choque pas du tout les gens. Donc, on a parfois ce double standard de personnes qui vont dire « Ah, mais les personnes qui sont végétariennes, végétaliennes ou véganes, elles sont obligées de se complémenter, elles prennent des vitamines, c'est artificiel, donc c'est pas bien. » Et c'est souvent des personnes qui consomment ces produits-là sans se poser de questions. Donc ça peut être intéressant peut-être d'avoir cette vision un peu plus globale, voilà, pour faire la part des choses. Alors quelque chose qu'on sait peu aussi, c'est que la première source d'iode dans la population des pays industrialisés, ce sont les produits laitiers en fait. Alors c'est pas parce que naturellement dans le lait maternel des vaches il y a de l'iode, hein. C'est parce qu'en fait les pies des vaches, les mamelles, sont nettoyées avec des produits qui sont extrêmement riches en iode. Et ces produits passent, en tout cas l'iode qui est contenu dans ces produits, passe par voie transcutanée à travers les mamelles et se retrouve dans le lait. Et il y a une deuxième chose, c'est que l'alimentation de ces animaux donc, est elle-même enrichie aussi en iode. On retrouve le même phénomène avec les œufs aussi, c'est-à-dire que la teneur en iode des œufs, surtout dans le jaune, et de leurs produits dérivés, elle est aussi due en partie à l'utilisation d'aliments enrichis en élevage aviaire. Une autre source aussi d'iode provient du sel de table iodé. L'enrichissement en iode du sel de table, il a été établi, en tout cas recommandé, puisque tous les sels ne sont pas enrichis, mais il a été recommandé en 1952 par les autorités sanitaires françaises pour éviter certaines pathologies, notamment thyroïdiennes, liées à la carence, et notamment le crétinisme aussi, d'où l'expression à l'époque crétin des Alpes, qui n'est pas très heureuse, mais qui désignait des problèmes liés au crétinisme dans les populations montagnardes qui n'avaient pas accès aux produits de la mer, un produit de la mer qui était riche en iode. Donc avant qu'il y ait cette complémentation, cet enrichissement du sel de table, et sans ces pratiques de complémentation des rations des animaux et le nettoyage des pies des vaches avec ces produits iodés, en fait tout le monde serait quasiment carencé en iode, ou en tout cas les apports seraient très difficiles à maîtriser. Et la carence, comme c'était le cas avant, serait quelque chose de très courant. Donc là aussi, on peut faire le lien avec la complémentation en vitamine B12 et cette notion de régime carencé qui est accolée sur les alimentations végétales et qui n'a pas vraiment de sens du coup. On a des possibilités d'avoir une population qui est en meilleure santé, on a des possibilités techniques pour enrichir certains aliments, pour protéger l'ensemble de la population.
je pense que c'est certainement une bonne chose en fait de le faire, que ce soit avec de l'iode, comme c'est largement accepté, ou avec de la vitamine B12. Alors toujours sur cette notion de régime carencé aussi, on peut noter que en fait, en plus des produits alimentaires qui sont enrichis de manière courante, comme je disais à l'instant, on fait systématiquement, par exemple, une piqûre de vitamine K au bébé pour éviter le syndrome hémorragique du nouveau-né qui provient d'un déficit, qui est tout à fait naturel par contre, de cette vitamine dans les premiers mois de la vie. Et ça, c'est une pratique qui est très courante dans beaucoup de pays dans le monde, justement pour éviter des décès chez les nouveau-nés. Les bébés ils sont aussi souvent complémentés en vitamine D, en fer, en iode et en fluor. Et la complémentation en fer lors de la grossesse, c'est aussi la norme. Et toutes ces complémentations-là, qui sont des mesures sanitaires qui sont très largement acceptées, ne débouchent pas sur l'idée que la grossesse ou l'allaitement sont des pratiques qui seraient intrinsèquement carencées, comme on peut l'entendre sur les alimentations végétales. Donc là, c'est pareil, on a un double standard où on va considérer que c'est normal de complémenter des bébés, de complémenter des personnes qui allaitent, des personnes qui sont en situation de grossesse, etc. Mais que c'est pas normal de se complémenter quand on a une alimentation végétale, parce que ce serait pas bien, pas naturel, etc. Donc c'est des exemples un petit peu voilà, de double standard qu'on peut avoir vis-à-vis de la complémentation, où d'un côté elle est diabolisée et de l'autre elle est tout à fait acceptée. Toujours dans cette notion de régime carencé, on peut noter que même intrinsèquement, cette expression n'a pas de sens, parce que le végétalisme en soi, il exclut aucun nutriment, seulement certains aliments. Et en fait, on ne peut pas être carencé en un aliment, hein. Quand on a une carence en un ou plusieurs nutriments. Or, le végétalisme ne rejette pas un nutriment ou un autre. Il y a simplement des apports à contrôler en vitamine B12 parce que la B12 n'est pas présente dans les aliments d'origine végétale, en tout cas pas de manière à être assimilée par l'organisme. Mais en fait, ce n'est pas intrinsèque au végétalisme le fait de rejeter la B12, hein, puisque la B12 est acceptée en complément. Donc ça n'a pas de sens de dire que c'est un régime qui est intrinsèquement carencé. De même, on peut se poser la question aussi sur cette notion d'aliment et de complément alimentaire et se dire qu'en fait, cette distinction entre les deux, elle est culturelle. La question à se poser, à mon sens, c'est pourquoi appeler aliment un produit issu de haricots cultivés pour apporter des protéines et complément un produit qui est issu de bactéries cultivées pour apporter de la vitamine B12. Ça paraît quand même arbitraire. Je le disais tout à l'heure, l'agriculture, c'est une pratique de sélection génétique constante, de sélection de variétés, de même que l'élevage. Donc, on a ces phénomènes d'action humaine en permanence, en fait. Voilà. Donc, cette distinction entre aliments et compléments alimentaires, elle est quand même c'est intéressant de la questionner. Donc, à mon sens, exposer la viabilité des alimentations végétales et pousser à la remise en question sur cette idée de nature, ce sont des outils utiles pour la lutte contre le spécisme, c'est-à-dire pour la lutte contre cette idée qui voudrait que le critère d'espèce est pertinent pour décider de la manière dont on peut considérer moralement un individu ou un autre. Alors, ce refus de complémentation, toutes ces idées reçues, ces stéréotypes qui sont persistants sur les alimentations végétales et qui peuvent induire un rejet de la complémentation, ou voilà, pour les personnes qui sont végétariennes et véganes et qui ne veulent pas se complémenter, bah, ça implique certains dangers, et notamment la reprise de consommation de produits d'origine animale. Les personnes qui ont végétalisé leur alimentation, lorsqu'elles rencontrent des problèmes de santé, elles vont souvent revenir à une alimentation de type omnivore. Et c'est aussi le conseil que les médecins donnent dans la plupart des cas. Et pour cause, les médecins, la plupart du temps, ont peu de connaissances en nutrition, en tout cas pour les médecins généralistes. Et dans tous les cas, il n'y a aucune formation en nutrition, à la nutrition végétale qui existe en France. Donc, le conseil qui est généralement donné, c'est de reconsommer de la chair animale ou d'autres produits d'origine animale. C'est quelque chose qu'on peut constater, ça se produit avec des personnes qui sont influentes dans certains milieux, qui vont également médiatiser ces échecs sans remettre en question leurs mauvaises pratiques. On l'a beaucoup vu avec des influenceurs, influenceuses véganes, notamment états-uniennes, qui ont parfois fait des vidéos en expliquant pourquoi elles n'étaient plus véganes, parce qu'elles avaient eu beaucoup trop de problèmes de santé, que ce n'était pas viable en fait. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est des personnes qui pensaient qu'il y avait de la B12 dans l'aloe vera, qui pensaient que c'était pas utile de se complémenter,
pas naturel, qui avait beaucoup d'attachement justement à cette idée de nature, etc. Donc ça pose souci et souvent c'est des cas qui sont très médiatisés et qui peuvent entretenir un cercle vicieux sur les informations qui sont données au sujet du végétalisme et du véganisme. Donc en fait, le retour à cette alimentation omnivore, elle a tendance à remettre en cause, bien sûr, globalement la viabilité du véganisme, du végétalisme, à provoquer un rejet du mouvement animaliste aussi, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on a tendance à voir les autres animaux comme de la nourriture, on a tendance aussi à déconsidérer leur richesse mentale, leur capacité à souffrir, etc. Et aussi à encourager une démobilisation idéologique vis-à-vis du spécisme. C'est quelque chose, malheureusement, que j'ai déjà croisé aussi, des militants et des militantes qui ne se complémentaient pas et qui ont fini par être dégoûtés par justement leur végétalisme parce que soit ça a accentué une dépression qui était déjà un peu là, soit ça les a convaincus que c'était pas viable et ça a remis beaucoup de choses en question pour elles et pour eux. Donc c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui est crucial si on veut défendre les intérêts des autres animaux, de le faire correctement avec des données qui sont rigoureuses. Alors, on peut aussi mentionner que ces troubles, les conséquences de cette mauvaise complémentation ou de cette volonté de ne pas se complémenter, ça peut induire des troubles de la santé et donc une perturbation dans le fait de militer, voire un arrêt du militantisme. D'une part, les conséquences de la carence peuvent être vraiment graves, hein, ça peut avoir vraiment des conséquences gravissimes, d'autant que certains symptômes peuvent être irréversibles. Ça pose des problèmes pour les militants et les militantes en les exposant à des troubles pourtant facilement évitables, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais se complémenter, c'est pas quelque chose de forcément très compliqué. Et ça peut amener à être fatigué, épuisé, en dépression, à avoir des troubles de l'humeur, j'en parlais tout à l'heure sur les symptômes de carence, voire à ne plus pouvoir militer du tout. Donc, à mon sens, ce mouvement de prise en compte des intérêts des autres animaux, comme tous les mouvements de justice, il a besoin de l'impulsion de personnes déterminées et en bonne santé. Quand je dis ça, c'est pas du tout une injonction à être en bonne santé pour militer, bien sûr. On a tous et toutes des problèmes de santé. On peut être en maladie chronique, en situation de handicap et tout, et militer quand même, c'est pas un souci. Mais par contre, avoir des soucis de santé pour cette raison-là, c'est dommage parce que c'est très facilement évitable. Donc voilà, se priver d'un militantisme efficace, en forme, etc., pour ces raisons-là, c'est à mon sens assez problématique et dommage. Alors voilà, ici, je vais pas tout lire parce que ça va être un petit peu fastidieux, mais on retrouve parfois, et c'est très honnête de la part des personnes qui ont vécu ces histoires-là, on retrouve des fois des témoignages de carences en vitamine B12 qui se sont arrangés après en passant à une complémentation. Donc voilà, c'est des personnes qui expriment leur vécu en disant: je pense que j'ai eu une carence en B12, mais que j'ai jamais fait d'analyse, donc c'est qu'une supposition. Quand je suis devenue végane, je me suis pas complémentée tout de suite. J'ai lu qu'on pouvait attendre 3 ans pour le faire, et au bout de 5 mois, j'ai commencé à perdre mes cheveux en masse. Mon médecin m'a prescrit une analyse sanguine, mais pas la B12. Mes résultats étaient bons finalement. 3 ou 4 mois après, j'ai pris la VEG1 sans cure d'attaque. Au bout d'un moment, ma chute s'est arrêtée, mes cheveux ont repoussé. Ce n'est qu'en rejoignant un groupe que j'ai vu que l'alopécie est un symptôme de carence. Du coup, je me dis que j'ai dû en avoir une. Donc voilà, c'est là, pour le coup, il y a assez peu de doutes à avoir, même si c'est difficile sans avoir de données précises sur la carence, mais c'est tellement courant, tellement documenté que voilà, il n'y a pas trop de doutes là-dessus. Là aussi, on a une personne qui témoigne au nom de sa sœur, qui était flexi-végétarienne. Alors, je ne sais pas trop ce qui est entendu par ce terme-là, qui est pour le moins vague, qui avait une alimentation peu équilibrée, qui est devenue végane du jour au lendemain à l'âge de 30 ans. Son compagnon lui a assuré que la supplémentation était un coup marketing, que la spiruline suffisait à prévenir toute carence et que les amandes étaient riches en vitamine B12. Son véganisme a duré 2 ans et demi. À la fin de la relation, elle est redevenue flexi-végétarienne. Voilà. L'année suivante, elle était internée. C'est durant son hospitalisation que l'énorme carence a été mise en évidence par une analyse de sang et d'urine, grâce à un traitement de crise de 2 mois, puis une bonne supplémentation quotidienne. Elle va mieux aujourd'hui, même si elle ne récupérera jamais complètement. Certains troubles neurologiques resteront permanents. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a certains symptômes qui peuvent être irréversibles. C'est que s'il y a des carences qui sont bien installées, appuyées, durables, etc., ça peut avoir des conséquences terribles sur le long terme. Donc là, on voit que ça peut vraiment aller dans des extrémités et que c'est souvent pour des mauvaises raisons en fait qu'il y a un refus de complémentation. Donc voilà, c'est
c'est 2 témoignages parmi des centaines, quoi. Voilà, là, on en a d'autres. Je ne vais pas rester dessus parce que je pense que j'ai pris un petit peu de retard sur la conférence. Mais on a toujours, voilà, des symptômes, palpitations, des personnes qui disent: je suis très à cran, j'ai des pertes de mémoire, etc. Voilà, des problèmes de muqueuse, etc. aussi. Enfin, voilà, qui s'arrangent avec la prise de B12. Donc, en définitive, ces dangers de mauvaise complémentation, c'est surtout en fait, les autres animaux qui, au final, en fait, en payent le prix. Parce que, voilà, comme je le disais, il y a une remise en question totale du végétalisme, un rejet aussi des menus végétaliens dans les cantines, hein, et la restauration collective en général. Alors, c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Mais c'est sûr que si on se dit que ce n'est pas viable d'un point de vue nutritionnel, les collectivités ne seront pas amenées à mettre en place ces menus. Ça induit aussi un rejet d'autres initiatives promouvant une alimentation végétalienne et donc une impossibilité en fait de provoquer un changement de paradigme qui alimente lui-même un manque d'information. Donc il y a ce cercle vicieux habituel. Au final, il y a un rejet global des questions liées à l'éthique animale. Et à mon sens, si on ne prend pas en question, si on prend pas au sérieux ces questions maintenant, ça va vraiment être une catastrophe dans quelques années. Donc toutes les personnes qui militent aujourd'hui, qui deviennent végétariennes, végétaliennes, véganes aujourd'hui pour les autres animaux, ont tout intérêt à se complémenter correctement parce que d'ici, on a un petit peu de réserve de B12, hein, généralement, mais c'est très variable d'un individu à l'autre. D'ici quelques mois, années, ça peut vraiment se transformer en hécatombe de militants et de militantes qui ne se seront pas bien complémentés. Et ça, potentiellement, ça peut poser de grosses questions pour le mouvement animaliste. Donc, à mon sens, il faut vraiment le prendre en compte. Alors plus concrètement, pour parler voilà, de manière très pratique, je propose quelques astuces, solutions pour soi et pour les autres pour faciliter cet accès à la complémentation. Alors l'idée, ça peut être aussi de fournir des informations à sa ou son médecin, parce que comme je disais tout à l'heure, les médecins ne sont pas forcément au courant de ce qui concerne les alimentations végétales, ne savent pas forcément que la vitamine B12 est un nutriment aussi crucial dans l'alimentation végétale. En médecine générale, sur 9 années d'études, il y a quelques heures qui sont consacrées à la nutrition, malheureusement, et en France, il n'existe, comme je le disais, aucune formation aux alimentations végétales. Les médecins s'appuient donc sur des recommandations qui sont souvent obsolètes d'un point de vue strictement nutritionnel, et la plupart du temps, des recommandations qui sont défavorables aux autres animaux. À défaut, ces personnes, elles se basent sur leurs propres recherches, donc ça peut être assez hasardeux. Donc proposer une documentation sérieuse sur la vitamine B12 à sa ou son médecin permet de remettre en cause ces idées reçues au sujet du végétalisme, de remettre en cause l'idée du régime carencé en général, de mieux conseiller sa patientèle et de contribuer globalement au changement culturel. Il y a un outil qui s'est créé cette année qui est super, qui s'appelle VGClick, qui justement est là pour faciliter, apporter une aide à la relation entre les médecins et leur patientèle végétarienne, végane. Donc c'est un super outil, je l'ai mis en référence aussi. Mais en tout cas, ça peut être important d'en parler, voilà, à ça ou son médecin. Autre chose qui peut être fait aussi pour encourager le changement par rapport à tout ça, c'est de participer à une étude en ligne qui s'appelle l'étude Nutrinet Santé. C'est une étude de cohorte. On peut s'inscrire et participer donc en ligne à peu près, je crois, alors 280 000 participants et participantes en 2018, au moment où j'ai fait cette fiche d'information. Depuis, c'est beaucoup plus, je crois. Donc, participer à cette étude, ça permet de disposer d'informations fiables concernant la relation entre alimentation végétale et santé, et donc de promouvoir le véganisme de manière rationnelle. Ça consiste en fait, le but, c'est d'indiquer ce qu'on mange de temps en temps. Voilà, il y a des questionnaires qui sont reçus par mail, et aussi d'autres facteurs de mode de vie, tabagisme, consommation d'alcool, mode de vie, sédentarité, etc. Et en fait, plus le nombre de personnes véganes participantes sera élevé, et plus grandes seront les chances d'obtenir une révision positive du programme national nutrition santé en France par rapport aux alimentations végétales, et plus généralement une évolution des recommandations nutritionnelles, et par la suite une évolution de l'avis des professionnels de santé sur ces questions-là. Donc voilà, c'est pas trop compliqué, ça peut être un petit peu long d'emplir les questionnaires, mais il y en a 3 par an, il me semble, et du coup, c'est pas non plus un gros effort. Ça peut être vraiment intéressant de participer à cette étude-là. Moi, j'y participe depuis 6 ans, je crois, et je trouve ça assez utile.
Donc, information pour prendre son complément correctement. Les apports recommandés sont ceux qui apparaissent ici. Je ne vais pas tout lire parce que j'ai créé aussi des documents de synthèse sur cette question qui sont disponibles en ligne. Donc, je ne vais pas tout lire dans le détail. Simplement pour signaler, parce que c'est important, que des doses de B12 qui sont supérieures aux apports recommandés ne représentent aucun danger pour la santé humaine. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de dose toxique de vitamine B12. Toutes les instances de santé sont unanimes sur cette question-là, même à très très haute dose. Donc si vous vous trompez et que vous prenez beaucoup trop de compléments de B12, vous risquez pas grand-chose. Comme je le disais en tout début de conférence, la B12 est hydrosoluble, elle s'élimine naturellement, les excès sont naturellement éliminés dans les urines. Voilà, donc c'est pas du tout un souci. Il faut voir qu'il y a des variations en fonction de l'âge aussi sur les apports, donc c'est important à prendre en compte pour ne pas être en sous-apport par contre. Donc je disais aussi tout à l'heure, toujours dans ce volet de comment prendre correctement son complément, faire attention aux molécules analogues qui se trouvent dans certains produits, notamment la spiruline. Hein, j'en parlais, il faut espacer, si on consomme de la spiruline, ce qui n'est pas du tout une obligation, il faut espacer les prises de spiruline de 6 heures avec la prise d'un complément de vitamine B12 parce que les analogues qui sont contenus dans cette spiruline entrent en conflit avec les molécules de vrai B12 entre guillemets et peuvent perturber leur assimilation. Donc c'est important de bien faire attention à ça. Il y a aussi un moment pour prendre son complément de vitamine B12. Hein, pour les petits dosages, comme c'est le cas pour la VEG1, il faut de préférence la prendre pendant ou après le repas. Et de préférence à jeun pour les dosages qui sont élevés, même si les dosages élevés sont calculés quand même avec une marge qui leur permet d'être efficaces voilà, à n'importe quel moment, mais c'est encore plus efficace à jeun. Il est recommandé de privilégier la cyanocobalamin. Il y a différentes formes de vitamine B12 sur le marché. La méthylcobalamine, c'est une autre forme qui est très répandue. Elle est souvent plus chère et elle est moins étudiée et elle est un petit peu plus fragile selon certains facteurs, notamment certains facteurs de conservation. Elle est plus sensible aux UV, par exemple, etc. Alors, les compléments de méthylcobalamine sont réputés fiables aussi, hein, mais comme elle est plus chère, ça n'a pas vraiment d'intérêt de prendre cette forme-là, sachant qu'en plus, elle est un petit peu moins stable. Voilà. Et puis, il faut penser aussi à une perte de vitamine B12 à la cuisson pour les préparations qui en contiennent. C'est assez rare qu'on cuisine de la vitamine B12 directement, mais voilà, ça peut être intéressant de le prendre en compte. Et puis, il faut faire attention pour les petits aussi, avant 3 ans, il faut bien penser d'ailleurs à les comprimer en poudre hein, pour éviter les risques de fausse route et d'étouffement. Alors pour les personnes en difficulté financière, là encore, c'est pas de la publicité parce que je n'ai rien à vendre à titre personnel, c'est à titre informatif. Et il y a une vitamine B12 qui est sur le marché, qui est la moins chère du marché, c'est celle que vous voyez ici sur l'écran, la Natrol 5000 microgrammes. Elle coûte environ 4 € par an et par adulte. Donc vraiment, c'est un tout petit budget. On peut l'acheter sur Internet, c'est généralement le plus simple. Ce qui est possible de faire aussi au sein d'un groupe militant, c'est de monter une cagnotte solidaire, pourquoi pas, ou d'offrir un pot de vitamine B12 à une personne qui est en difficulté financière. Ce qui peut être fait aussi, c'est lors des rassemblements militants, de toujours avoir un petit pot de vitamine B12 et d'en proposer autour de soi, sachant qu'un comprimé de vitamine B12 Natrol 5000 microgrammes est suffisant pour 15 jours. Ça peut être assez sécurisant pour les personnes qui ne pensent pas trop à se complémenter ou qui sont en difficulté, de se dire, voilà, quand on fait un rassemblement, un pique-nique vegan, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais en tout cas, quand on se voit, on amène un petit peu de B12 et on se la partage, etc. Ce qui est possible aussi, c'est de faire des commandes groupées localement pour réaliser des économies sur les frais de port. Alors, pour les personnes qui sont rebutées par la prise de certaines formes, je sais qu'il y a des personnes qui sont en grande difficulté avec le fait d'avaler des comprimés ou d'autres formes particulières. Faut savoir qu'il existe plein de formes de B12, des comprimés, des ampoules, des gélules, des bonbons, donc des petites gommes à mâcher, des comptes-gouttes, des sprays, des patchs. Il y a aussi la version injection, qui est un petit peu particulière parce qu'elle présente des risques sanitaires particuliers. Hein. Il faut avoir l'habitude de se faire des piqûres. Bon, c'est un peu plus risqué que la complémentation orale. Si les personnes ont l'habitude de se faire des injections, ça peut être une solution en tout cas. Il y a aussi différents parfums qui existent, différentes fréquences.
Si on a du mal à prendre quelque chose quotidiennement, on peut se tourner vers des formes, vers des dosages qui sont bi-hebdomadaires, hebdomadaires ou bimensuels. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la Natrol 5000 microgrammes, hein, un comprimé tous les 15 jours, ça suffit. Et puis il y a la possibilité, si on n'aime pas trop prendre un comprimé ou qu'on a l'impression de prendre un médicament et que ça nous perturbe un petit peu, on a la possibilité de le mélanger à d'autres produits alimentaires, soit de réduire les comprimés en poudre ou de verser tout ça dans un yaourt. Il y a des ampoules aussi, donc c'est particulièrement pratique. Ou dans des compotes, salades de fruits, smoothies et boissons. Donc ça peut vraiment faciliter la vie des personnes qui ont du mal avec les comprimés ou les gélules. Et donc ça peut être des conseils qui sont importants, voilà, à apporter aussi à des personnes qui sont un petit peu en difficulté par rapport à ça. Je propose aussi en PDF un petit guide de consommation avec plein de marques et de formes différentes de vitamine B12. Si vous voulez que je vous le demande, il est dispo, je peux vous l'envoyer. Il est aussi disponible sur mon site Questions Animalistes. Il est téléchargeable librement, bien sûr. Ensuite, je propose quelques astuces pour penser à sa vitamine B12 parce que généralement, voilà, il arrive d'oublier. Donc voilà, quelques petites astuces. Placer son pot de B12 à un endroit où on ne peut pas le rater. Donc sur la table à manger, sur le plan de travail de la cuisine, dans la corbeille à fruits directement, le rebord de cheminée, etc. Enfin voilà, un endroit où il est bien en vue et où à chaque fois qu'on va faire un repas, on va y penser. On peut configurer une alarme sur son téléphone, écrire un rappel à l'avance dans son agenda pour les prises espacées, tous les 15 jours par exemple. Installer un petit magnète ou une petite note sur son frigo, ou placer son pot à côté d'un traitement médical ou d'un autre dispositif de santé qu'on a l'habitude de prendre à la même fréquence, par exemple des lentilles de contact ou un contraceptif, etc. Voilà, ça peut aider aussi à y penser et à faire d'une pierre deux coups. Voilà pour ces astuces, ces petits éléments pratiques sur la prise de la B12 et sur ce survol un petit peu la question de la B12. La conférence, du coup, est terminée. Vous pouvez me retrouver sur questionanimaliste.com et sur les réseaux sociaux. Je vais arrêter le partage d'écran, revenir. Alors, je n'ai pas regardé le chat et je vais laisser la parole, du coup, à l'animation. Merci beaucoup Florence et bravo. Si vous voulez applaudir malgré l'absence de micro, vous avez normalement sur Zoom un petit truc marqué réaction dans lequel il y a une option applaudir. C'est toujours sympa d'avoir ça. Alors, il y a eu pas mal de questions du coup. Que je prenne mes notes. Alors déjà, il y a une chose sur laquelle, la première question posée à laquelle je pense que tu as répondu pas mal vers la fin, là, concernant un article qui a circulé récemment sur le fait qu'une surdose de vitamine B12 augmenterait le risque de décès. Bon, il y a des gens qui ont répondu un peu en disant qu'il ne fallait pas confondre corrélation et causalité et que c'était comme ça, mais peut-être que tu connais cet article et que tu as d'autres choses à répondre. Oui, alors effectivement, alors déjà pour resituer, il y a effectivement un consensus vraiment de toutes les instances de santé qui affirment qu'il n'y a vraiment aucun danger avec la consommation de vitamine B12, y compris dans des doses qui sont très très largement supérieures à ce qu'on peut envisager, même si on prenait plein de comprimés de B12 directement. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un consensus là-dessus. Il y a effectivement des articles qui sont sortis, qui ont fait le lien en fait en disant effectivement que un taux de B12 très élevé pouvait rendre malade ou entraîner certaines pathologies. Et en fait, dans ces données-là, il y a une confusion entre corrélation et causalité complètement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet cigogne aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines pathologies qui induisent une augmentation dans l'organisme du taux de vitamine B12, mais ce n'est pas les apports en vitamine B12 excessifs qui ont causé la pathologie, c'est la pathologie qui a causé cette élévation du taux de B12 observable dans l'organisme. Du coup, en fait, il y a une confusion entre la cause et les conséquences, quoi. Donc, on peut sans problème diffuser ce consensus sur le fait que la B12, il n'y a pas de toxicité. Voilà. Effectivement, malheureusement, il y a souvent cette confusion entre corrélation, causalité. C'est bien aussi de se former sur cette question-là, justement, pour ne pas se laisser avoir par rapport à ça.
Si. Du coup, une autre question concernant la complémentation à haute dose. Il y a quelqu'un qui demandait la complémentation à haute dose et espacée a-t-elle vraiment un intérêt puisque le surplus est éliminé dans les urines? Et quelqu'un derrière qui demandait est-ce que c'est pareil de prendre un cachet de Vague de 25 microgrammes tous les jours ou celui de 5000 microgrammes tous les 15 jours, comme ça? Alors, alors, il y a plusieurs questions, pardon. Est-ce que tu peux me redonner la première question, pardon? Ouais, désolé. Savoir si ça a vraiment un intérêt, une complémentation à haute dose, sachant que c'est éliminé dans les urines, sachant que les surplus sont éliminés dans les urines. Hmm. Oui, alors le surplus est éliminé dans les urines. Par contre, ce qui est nécessaire va être bien assimilé, hein. Donc, ça a de l'intérêt de prendre un très haut dosage. Par exemple, si on ne s'est jamais bien complémenté ou si on ne s'est jamais complémenté du tout, ça peut être intéressant de prendre un gros dosage. Par exemple, la Netrol dont je parlais tout à l'heure, pour de la prendre non pas tous les 15 jours, mais quotidiennement pour remonter ses stocks. C'est ce qu'on appelle faire une cure d'attaque. Là, ça peut être intéressant. Sinon, de manière routinière, si on se complémente correctement, effectivement, ça n'a pas d'intérêt d'en prendre à l'excès. Le fait de prendre 5000 microgrammes, en revanche, si on veut se complémenter tous les 15 jours, il ne faut pas prendre en dessous, hein. Ces gros dosages-là, ils correspondent à des espacements dans le temps qui sont assez conséquents. Et si on se complémente que tous les 15 jours, il faut prendre un dosage qui est élevé pour le coup. Ça ne va pas être un dosage qui est trop gros, ça va être un dosage qui convient aux recommandations. Donc, effectivement, soit il faut prendre la Veg-One tous les jours, comme c'est indiqué, soit il faut prendre la Natrol 5000 microgrammes tous les 15 jours, ou alors 2000 microgrammes par semaine, etc. Là, il n'y a pas d'excès dans ce cas-là. Et du coup, j'ai oublié la deuxième question. La deuxième, je pense qu'il a répondu dans l'eau, savoir si c'est la même chose de prendre tous les jours ou de prendre tous les 15 jours, mais avec les doses, est-ce que ça change concrètement quelque chose? En fait, s'il y a un apport qui est suffisant, l'organisme va bénéficier de ces apports. S'il y a un éventuel excès, il va être éliminé dans les urines. Mais en tout cas, s'il est recommandé de consommer 5000 microgrammes tous les 15 jours, c'est parce que c'est ce dosage-là qui permet de sécuriser l'ensemble de la population, quelles que soient leurs conditions physiologiques, quelles que soient leurs conditions médicales ou autres. C'est ce qui va les permettre de sécuriser les apports pour le plus grand nombre, en fait. Donc, c'est peut-être un petit peu excessif pour certaines personnes, mais voilà, c'est des apports qui sont recommandés parce qu'ils sécurisent l'ensemble de la population, quoi, quelles que soient les particularités qu'on peut avoir et qu'il est parfois difficile de savoir soi-même, hein. Donc, Et là, dans le chat, on a quelqu'un qui demande si le surplus n'est pas éliminé avant les 15 jours. Je pense peut-être parce qu'on a cette notion qu'il faut avoir des apports quotidiens. Il y a les recommandations qui concernent les apports quotidiens, alors qu'en l'occurrence, c'est des choses dont on n'a pas besoin quotidiennement, mais qui se stockent. C'est bien ça? bah, en fait, oui, il n'y a pas de. On a un stock de vitamine B12, effectivement. Alors, c'est pareil, là, c'est très variable selon les individus. On entend souvent cette idée reçue que, de toute façon, n'importe quelle personne dispose de 4 ans d'autonomie en vitamine B12 et que donc, les 4 premières années de végétalisme ou de véganisme, c'est pas la peine de se complémenter. Ça, c'est une idée reçue qui a fait des ravages, hein, déjà. Donc, ces stocks sont variables. Pardon, je me suis perdue encore. Donc, ouais, pardon, je sais plus. C'est de savoir voilà, si en l'espace de 15 jours, on peut imaginer que du coup, on prend 5000 microgrammes, mais que ça va diminuer, qu'on va évacuer tout et qu'on n'aura plus de B12 au bout d'une semaine, par exemple. On Ah pourrait non, non, imaginer. ah, ouais, ouais. Non, justement, si le dosage il est aussi élevé, c'est précisément pour pouvoir remplir sa fonction sur 15 jours. Donc, c'est spécifiquement conçu pour ça, hein. Donc, non, il n'y a pas de souci. Et donc, il y a quelqu'un qui demandait, peut-on développer des carences malgré une complémentation, alors quotidienne ou du coup toutes les 2 semaines ou n'importe comment, en B12? Alors, oui, mais c'est en présence de pathologies particulières. Il y a des pathologies particulières dans lesquelles l'assimilation est pas optimale. Et du coup, ça peut poser question. Là, il faut se rapprocher de ça ou de son médecin. Normalement, pour la plupart des personnes, se complémenter correctement, ça suffit, c'est suffisant. Mais effectivement, dans le cas de certaines pathologies, ça peut poser problème. Faut voir aussi qu'on assimile beaucoup moins bien la vitamine B12 généralement au-delà de 50 ans. Donc, qu'on soit végétarien, végétarienne ou végétalien, végétalienne ou quoi, ça ne change rien.
Il y a même des personnes omnivores, voilà, à partir de, enfin, qui ont une alimentation omnivore, à partir de 50 ans, elles assimilent beaucoup moins bien la vitamine B12. Donc, voilà, il faut être prudent aussi par rapport à ça. Mais bon, on peut faire un contrôle hein, si on a un doute, hein, mais normalement, si on se complémente bien, qu'on n'a pas de signe de carence et qu'on s'est toujours bien complémenté ou quoi, il n'y a pas de souci. Et dans la suite de ça, on a une question là qui vient d'arriver, qui est: je prends Mevacbone quotidiennement, mais le mois dernier, ma prise de sang a signalé une légère anémie. Dois-je augmenter les prises? J'ai un syndrome du côlon irritable, est-ce que ça pourrait jouer? Alors une anémie, mais du coup c'est en rapport au fer? Alors là, parce que je sais pas si. Bonne question, alors je crois. Est-ce que c'est Christine qui avait posé la même question? Oui, donc j'ai l'impression qu'elle a eu la réponse qu'elle attendait, en tout cas. Mais ouais, parce que si c'est lié au fer, effectivement, la Vegoine n'en contient pas, hein, donc elle n'aura pas spécialement d'influence, quoi. Donc c'est encore autre chose. Parfait. Si c'est Du une carence coup, en B12, effectivement, ça pose question. Mais, oui, est-ce que dans ce cas-là, ça peut valoir le coup, si quelque chose n'est pas identifié au niveau du fer, peut-être de tester la B12 bah, en de cas toute façon, d'anémie? oui, là, de toute façon, il faut se rapprocher d'un ou une médecin, effectivement, sur ces questions-là, ouais. Et alors la suivante que j'avais notée, qui n'est pas une question, mais une remarque, mais qui me paraissait intéressante, surtout par rapport au sujet de la conférence, quoi. Quelqu'un qui mettait: du coup, je crois que je connais beaucoup de carencés. Mm. Et je me disais peut-être que tu aurais quelque chose à réagir par rapport à ça. Bah oui, moi, c'est vrai que ça me fait de la peine d'entendre ça. Enfin, voilà. C'est vrai que moi, je déplore ça, quoi, dans le mouvement animaliste, qui est pas suffisamment encore d'informations. Alors, je pense que ça, quand même, les choses évoluent dans le bon sens. Il me semble que il y a ne serait-ce que 5 ans, c'était beaucoup plus difficile de faire entendre ces questions-là. Ça a beaucoup été démocratisé. Il y a de plus en plus d'informations qui circulent, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes, de militants et militantes véganes qui se complémentent pas. Et je pense que c'est vraiment un souci, d'où la nécessité d'informer le plus possible. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé vraiment d'être confrontée à des militants et des militantes qui étaient tombés en dépression, vraiment en dépression, pas un petit passage de déprime, hein. Et c'était uniquement dû à la carence en vitamine B12, quoi. Donc, c'est des personnes qui ont envisagé d'arrêter de militer, qui en pouvaient plus. Alors, c'est déjà difficile hein, de militer, quoi qu'il en soit, mais là, c'est vrai qu'il y avait ce souci-là. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment informer. C'est vrai que dans les rassemblements, les manifs, les stands, etc., on pense pas forcément à poser la question à ses camarades et tout. Je pense que ça peut être un bon réflexe à avoir, d'en parler. Faut pas centrer la lutte là-dessus, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment essentiel de prendre soin les uns les unes des autres. Ouais, puis d'informer autant que possible, hein. Et on a une question qui a été secondée une deuxième fois récemment. Est-ce qu'on peut cultiver des bactéries qui produisent de la B12 chez soi, ou alors est-ce qu'il faut des matériels ou des compétences de pointe pour y parvenir? Ben ça, je sais pas. J'imagine que ça doit pas être simple quand même, que le milieu doit être très contrôlé. Voilà, je pense que ça doit être un petit peu hasardeux. Euh, mais ouais, non, je sais pas encore si c'est pourquoi pas un mini labo domestique, mais je pense que là, c'est un petit peu illusoire encore. Honnêtement, je sais pas. Je saurais pas répondre. Ça peut être à regarder, mais c'est vrai, j'ai jamais vu d'informations là-dessus en tout cas. J'irai pas tester sans savoir à l'avance, en effet. Et donc, est-ce que la deuxième question qui était liée à ça, c'est: est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à créer des sortes de coopératives ou des laboratoires locaux qui fourniraient de la B12 et puis d'autres vitamines, nutriments ou des choses indispensables aux habitants des communes de façon gratuite, par exemple, en imaginant, est-ce que d'un point de vue politique, ça aurait un intérêt à être mis en œuvre? Oui, oui, moi je pense que vraiment ce serait intéressant d'avoir en fait des vraies politiques de santé publique où on envisagerait une complémentation de produits de consommation courante en vitamine B12, voilà. Un enrichissement, un petit peu comme j'en parlais avec l'enrichissement en iode du sel de table qui a été établi dans les années 50 en fait.
C'est-à-dire qu'on sait qu'on est capable, voilà, avec des mesures publiques comme ça, de santé publique, d'enrichir certains aliments pour éviter certaines pathologies, éviter certains écueils. Pourquoi pas le faire avec la vitamine B12? Moi, j'aimerais bien que, pourquoi pas le pain, la farine, l'eau courante, enfin voilà, des aliments de base, soient complémentés, soient enrichis en vitamine B12. Ça permettrait de sécuriser les apports de tout le monde. On arrêterait d'en parler. Enfin voilà, c'est plus simple. Et puis, effectivement, de proposer beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. Je connais, moi, à titre personnel, enfin, pourtant j'en parle énormément, mais aucune personne de plus de 50 ans qui sait que potentiellement elle a un déficit d'assimilation de vitamine B12. Il y a personne qui est au courant de ça. Enfin, le grand public est complètement n'est pas du tout informé sur cette question-là. Les médecins non plus. Enfin, c'est quelque chose qui est très opaque, très flou, quoi, qui est pas conscientisé. Donc oui, ça peut avoir un intérêt de sensibiliser par rapport à ça, et pas seulement les populations qui ont une alimentation végétale, hein. Ouais. Et en termes de production, justement, un peu différente, alors tu as déjà parlé des différents, les algues, tout ça, tu as parlé des champignons. Il y a une marque qui est sortie, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, les frères B12 qui font leur truc à base de shiitake. Du coup, les shiitake, c'est inclus dans ce qui fait des analogues plutôt, ou alors est-ce que tu as des... Comment, enfin, qu'est-ce que tu sais là-dessus par rapport à cette marque-là en particulier? Alors, je sais que sur cette marque-là, il y a eu beaucoup de discussions autour du fait qu'ils ne délivrent pas d'informations vraiment rigoureuses qui permettent de s'assurer que la B12 qu'ils proposent est vraiment biodisponible. Il y a eu une grande discussion entre ce fabricant et une association, notamment en France, et ça n'a pas donné de résultats, à part une grosse polarisation et des débats un petit peu vains. Ça n'a pas donné, ça n'a pas débouché sur des discussions vraiment constructives et sur justement l'exposition de données concrètes qui pourraient appuyer vraiment une biodisponibilité. Le souci, c'est que la défense de ce fabricant-là repose beaucoup sur des appels à la nature aussi, et c'est très insistant sur le fait que leur B12 est naturel, que c'est de la B12 naturelle, un complément naturel et tout ça naturel. Et malheureusement, c'est pas très rassurant, justement, à cause de ça, sur le fait que ça repose vraiment sur des éléments rigoureux. Donc, moi, à titre personnel, c'est pas une B12 que du coup j'ai mise dans le guide de consommation que je propose, parce que je n'ai pas l'assurance que ce soit vraiment efficace. Voilà, donc les shiitake, c'est typiquement le type de produit qui peut être considéré comme une source d'apport en B12 et qui en fait ne peut pas être recommandé en termes de santé publique, parce que ça fait partie des produits qui soit en contiennent beaucoup trop peu, soit qui sont beaucoup trop chers, soit qui sont beaucoup trop difficiles à cultiver, à produire, soit tout ça à la fois, et qui du coup ne peuvent pas faire l'objet de recommandations de santé publique sans qu'il y ait des catastrophes derrière et des drames. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, je recommanderais plutôt de se baser sur des compléments qui ont fait la preuve de leur efficacité pour sécuriser la santé des personnes. Et alors, concernant la preuve d'efficacité, justement, on a quelqu'un qui demandait, qui disait concernant l'idée d'utiliser plutôt la cyanocobalaminine, que c'était quelque chose qui émanait beaucoup de la fédération végane, alors que la méthyle serait utilisée en fait dans des centaines d'études. Je ne sais pas si tu peux préciser là-dessus, si tu as un peu Mm. regardé les différents types d'études et comment tout ça est fait, si tu veux répondre à ça. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une diabolisation un petit peu de la méthylcobalamine par certaines entités que je partage pas pour le coup. C'est vrai que, mais enfin voilà, il y a cette diabolisation. On a tendance à dire ne faut pas prendre la méthylcobalamine parce que elle est moins étudiée, elle est moins stable, elle est plus chère, etc. Euh, Dans les faits, comme je disais pendant la conférence, les compléments de méthylcobalamine sont réputés fiables aussi pour une complémentation, hein, donc ça pose pas de soucis particuliers à ma connaissance. Euh, Maintenant, la cyanocobalamin est effectivement moins chère, hein. D'ailleurs, la vitamine B12 la moins chère du marché, donc la Natrol 5000 microgrammes, c'est de la cyano. Elle pose pas de soucis ou quoi. Et moi, d'après les données dont je dispose, il y a effectivement une sensibilité particulière de la méthylcobalamine à certains facteurs extérieurs, et notamment aux UV. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. Et du coup, c'est vrai que voilà, il y a une stabilité qui est
un peu plus délicate, quoi. Elle est un peu plus fragile sous certains aspects, sous l'influence de certains facteurs. Donc, c'est des données que je peux ajouter à la bibliographie aussi. Je pense qu'en fait, dans un sens comme dans un autre, c'est pas forcément utile de diaboliser une forme ou l'autre. En fait, voilà, je diaboliserai pas la méthylcobalamin, mais vu qu'elle est généralement plus chère, je vois pas l'intérêt de la promouvoir spécialement, surtout quand on sait, voilà, cette petite fragilité supplémentaire sur les UV. Donc, c'est pas dit dans la conférence, mais il faut toujours conserver ces compléments à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, etc. Mais bon, les deux compléments, hein, cyano comme méthyle, sont considérés comme fiables pour la complémentation. Voilà, donc si on prend les apports recommandés, il n'y a pas de souci. Parfait. Et alors, concernant la conservation, justement, question à laquelle j'ai pas la réponse, et ça m'intéresserait bien de voir si tu l'as comme ça. La B12, donc en général, on considère de la garder dans un endroit frais et donc pas exposé au soleil concernant les UV, et en même temps pas humide. Donc peut-être que l'humidité aussi joue là-dessus. Et par exemple, est-ce que la garder au frigo, c'est quelque chose qui est adapté en termes de conservation, notamment en été, parce que justement, si on veut la sortir de la chaleur, c'est des fois compliqué de faire autrement que de la mettre au frigo. Bah alors c'est pareil, là, je ne saurais pas plus répondre que toi. Il n'y a pas de recommandation spécifique sur le fait de garder ces compléments alimentaires au frigo. Euh, donc voilà, je saurais pas dire. C'est sûr que s'il fait 45 degrés, peut-être que ça peut commencer à avoir une influence, mais encore, si c'est dans le pot d'origine qui est opaque, qui est à l'abri de la lumière et tout, c'est pas forcément un souci. Bon. Là, il faudrait avoir des données très précises et tout que j'ai pas. D'accord, ouais. Bah, peut-être juste oui, au frigo, ça, je me posais la question pour l'humidité, mais en fait, si le pot est fermé, généralement, ils sont aussi étanches. Il n'y a pas tellement de raison que l'humidité soit gênante dans ce cas-là, du coup, peut-être. Oui, de temps en temps, dans certains pots, il y a même des petits dispositifs pour absorber l'humidité à la place des comprimés, ou c'est des choses qui se font. Voilà. Donc, ça dépend du conditionnement, mais c'est vrai que si on le laisse dans le pot d'origine, qu'il est bien fermé, il n'y a a priori pas de souci. Parfait. Euh, Quelqu'un qui demandait pourquoi préférer l'analyse urinaire d'AMM plutôt que l'analyse sanguine d'AMM et d'homocystéine. Alors, a priori, là, c'est toujours pareil, c'est selon les données dont je dispose, la mesure du taux d'acide méthylmalonique dans les urines est considérée, de ce que j'ai vu, comme le gold standard. Donc, la référence pour avoir des données qui sont fiables. C'est vrai que c'est une donnée qui peut aussi s'obtenir par bilan sanguin. Je ne sais pas pourquoi il est plutôt recommandé de passer par les urines. Je suppose que c'est plutôt pour éviter la confusion, en fait, auprès du grand public. Parce que comme l'évaluation du taux de vitamine B12 dans le sang montre ces analogues dont on a parlé tout à l'heure, est vraiment, vraiment très, très trompeuse, hein, pas fiable du tout. Le fait de dire au public, aux personnes en général, faites évaluer votre taux d'acide méthylmalonique dans les urines, ça évite l'écueil de passer par voie sanguine et de risquer de mesurer en fait sa vitamine B12. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir en face de moi un médecin, de lui parler de la mesure du taux d'acide méthylmalonique et que ce médecin insiste pour évaluer le taux de B12 dans le sang. En fait, quand on demande à son médecin ou à sa médecin en disant je veux évaluer le taux de B12 que j'ai dans mon organisme, le premier truc qui est généralement fait, le premier réflexe, c'est d'analyser la B12 dans le sang. Et le fait de dire on prend l'acide méthylmalonique et ça se passe dans les urines, ça évite cette confusion-là. Voilà, donc je pense qu'il y a un mélange qu'on est plutôt sur des politiques de santé publique et de communication plus que sur d'autres questions plus matérielles, on va dire. Mais j'ai vu pas mal de publications passer où effectivement la mesure du taux d'acide méthylmalonique dans les urines était considérée comme le gold standard, quoi. Donc, voilà. D'accord, oui. Et même vis-à-vis des médecins, j'ai envie de dire, en tout cas les deux médecins à qui j'en ai parlé ne connaissaient pas l'existence de l'acide méthylmalonique. Alors c'est vrai que c'est pas mal de noter ça sur une fiche quelque part, et en tout cas quand ils vont regarder sur leur internet pour trouver ça,
généralement, ils le trouvent et c'est déjà pas mal. Et ensuite, que les labos trouvent ça aussi, c'est peut-être pas mal de même peut-être leur apporter les informations et des endroits où ils peuvent se renseigner s'ils ne trouvent pas. J'ai un labo qui un jour m'a dit explicitement, non, non, nous, on n'a pas ça, ça n'existe pas. Donc, voilà, ça peut être pas mal. Alors, Maxime pose en dessous AMM versus homocystéine, point d'interrogation, ce qui n'est pas très clair comme question. Peut-être que tu comprends. Oui, alors effectivement, il y a des analyses qui portent sur l'homocystéine et sur holo-TC, etc. Donc, il y a d'autres mesures en fait qui permettent d'évaluer le taux de vitamine B12 présent dans l'organisme. J'ai plus en tête là les différences. Il me semble qu'il y a des facteurs de confusion qui sont présents sur d'autres analyses, avec notamment certaines conditions médicales particulières, et qu'on observe moins ces facteurs de confusion sur l'AMM. Que c'est pour ça que l'AMM est privilégié en fait. Donc après, dans des cas particuliers, il peut y avoir plusieurs examens qui sont faits en complémentarité. Mais comme il y a des influences extérieures qui peuvent jouer, il y a certains tests qui ne sont pas recommandés dans certaines situations. L'AMM, a priori, est considéré comme étant plus fiable, justement pour ces raisons-là, il y a moins de facteurs d'influence extérieure. D'accord. Il y a une dernière question. Après, peut-être, on peut faire une petite pause avant la conférence suivante, si c'est quelque chose qui te parle. Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris, j'ai mal compris. Pardon. Il y a une dernière question et après, si tu veux, on fait une petite pause avant la conférence suivante pour. Ça marche. Super. Donc la dernière question, c'est savoir si tu conseillerais de complémenter un enfant de 13 ans flexitarien, c'est-à-dire qu'il déjeune à la cantine, qu'il prend parfois la viande, mais pas de laitage et pas d'œufs. Alors, de toute façon, les œufs sont pas recommandés pour, pour avoir une source de B12 fiable. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une très très mauvaise source, il ne faut pas compter dessus. Et en fait, la complémentation en vitamine B12, elle est effectivement recommandée dès le flexitarisme. Il y a beaucoup de personnes végétariennes qui ne se complémentent pas, qui pensent ne pas en avoir besoin. Beaucoup de personnes flexitariennes aussi, c'est-à-dire qui mangent de temps en temps de la chair animale, mais qui ont réduit leur consommation ou qui n'en mangent qu'à l'extérieur de chez elles. Pourtant, c'est effectivement recommandé de se complémenter. Donc, moi, j'irais plutôt dans le sens de ces recommandations-là, sachant qu'il n'y a pas de surdose possible. De toute façon, ça ne peut pas avoir d'effet délétère de ce côté-là. Donc, autant jouer la carte de la sécurité, je pense, et effectivement, si il y a des apports qui ne sont pas trop maîtrisés ou qui sont un petit peu variables, instables et tout ça, ça ne peut pas faire de mal de prendre un complément et ça va plutôt dans le sens des recommandations. À partir du moment où on commence à végétaliser son alimentation, il faut se dire que c'est possible parce qu'on a ces compléments de B12 qui sont disponibles. Donc oui, je recommanderais. Ben, merci beaucoup. Et clap clap avec les comme ça. Et donc, ben, on va faire une petite pause, une dizaine de minutes pour reprendre à 16h45 sur la deuxième conférence qui s'appelle, donc, qui est sur l'autodéfense intellectuelle en milieu animaliste.